Bonjour à tous. Effectivement, je suis Marion de la Société Univers et je suis avec Nora. On va essayer de vous présenter un petit peu le projet qu'on a fait avec l'Université Lyon 1, notamment sur l'intégration de nouveaux outils tels que la réalité virtuelle. Rapidement, pour reposer les bases de vocabulaire commune, donc, qu'est-ce que la réalité virtuelle? Et souvent, on nous pose la question de la différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée. La réalité virtuelle, si on prend sur une échelle qui va du 100% réel au 100% virtuel, on a la réalité, ce qu'on voit là. La réalité augmentée, on va utiliser via des outils, téléphone portable, casque, la possibilité de pouvoir rajouter des éléments. Un exemple très concret, l'application Ikea, vous avez envie d'acheter un super meuble Kallax, vous ne savez pas si ça rentre bien dans votre chambre, et ben avec votre téléphone, vous allez pouvoir regarder votre chambre et incruster ce petit élément pour savoir si ça convient bien. Pokémon Go, si pour certains, si vous y avez joué, est considéré comme de la réalité augmentée. La différence avec la réalité virtuelle, c'est qu'à ce moment-là, on va mettre un casque sur les yeux et on va être 100% immergé dans un nouvel environnement. C'est-à-dire qu'on n'aura plus de lien avec l'extérieur et on va soit filmer à 360 un contenu où on sera simplement spectateur et on pourra regarder autour de soi, ce qu'on appelle nous la réalité virtuelle contemplative, soit on va pouvoir remodéliser différents environnements, c'est-à-dire qu'on va pouvoir redessiner des environnements et créer des interactions spécifiques. Par exemple, je suis en train de parler, je peux redessiner la salle, vous redessinez. Si j'ai envie d'attraper la télécommande, eh ben, je peux avec une manette attraper et l'utiliser comme je veux. Donc voilà, on voulait juste reposer un petit peu ce cadre. Là, ce dont on va parler, c'est de la réalité virtuelle interactive. Donc moi je suis Nora Van Rett, je suis chef de projet au service ICAP de l'Université Lyon 1. Donc on travaille pour les enseignants principalement. ICAP c'est innovation, conception et accompagnement pour la pédagogie. On est une trentaine de personnes sur diverses activités. On gère toute la plateforme LMS de l'université, donc Caroline Connect aujourd'hui et le passage à Moodle qui est prévu. Tout un volet d'accompagnement pédagogique, donc toute l'ingénierie pédagogique qui est proposée à l'université. Et toute la partie de création de ressources. Dans ce contexte, on a une équipe d'une douzaine de personnes qui travaillent toute l'année sur la création de ressources pour l'enseignement. On a vraiment des missions d'apporter les outils et les méthodes qui vont transformer l'apprentissage de demain. On a vraiment ce côté innovation sur tout ce qu'on fait. On fait de la 3D depuis 2005 et on s'est lancé dans la réalité virtuelle il y a 2-3 ans, en 2019. Principalement, donc ça c'est pour le contexte. Là, comme vous pouvez voir, au niveau des créations de ressources, donc on a des prestations variées avec une équipe vidéo qui va faire des vidéos pédagogiques, des infographies, des animations. Donc on va parler un petit peu de la genèse du projet et comment c'est né au sein de l'Université Lyon 1. Du coup, concrètement, au niveau de la réalité virtuelle, où on en est et ce qu'on a fait, donc on a eu la chance d'avoir un financement de la région en 2019, un financement Comesup. On a eu le soutien aussi de nos vice-présidents et de la gouvernance qui nous ont permis de vraiment déployer ces pédagogies immersives pour l'enseignement. Et ça s'est concrétisé par l'ouverture d'une première salle sur le campus de la Doua, donc c'est le campus scientifique de l'université, le Virtual Lab que vous voyez ici, donc qui est une salle dédiée à l'enseignement en réalité virtuelle, qui est équipée avec 10 postes, donc avec des casques Rift S. Voilà, c'est vraiment, on l'a réfléchi comme un learning lab enrichi avec la réalité virtuelle qui venait en plus des autres possibilités de pratiques de pédagogie active qu'on connaît dans les learning labs. Donc il y a des murs inscriptibles, du mobilier modulable. Cette salle est ouverte depuis octobre 2019. Il y a plusieurs TP qui se déroulent. On va rentrer un petit peu dans le détail après. Voilà, c'est vraiment donc une salle de créativité, de démo et d'innovation. Concrètement, pour développer un petit peu la genèse du projet du côté de la collaboration Univers et également du côté de Lyon 1, Lyon 1 est venu nous chercher en fait tout au début du projet parce qu'il cherchait un studio qui était capable de déployer de la réalité virtuelle. En l'occurrence, c'est une technologie qu'on maîtrise parce que c'est notre cœur de métier. Et ils avaient quelques besoins spécifiques. La première, c'était un besoin de conseil pour savoir à partir du moment où on est censé pouvoir développer de la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'on choisisse exactement le matériel et le bon matériel. Donc il y a plusieurs offres de casques. On ne sait pas forcément comme un téléphone portable lequel on va choisir en fonction des besoins.
La deuxième chose, c'était également de savoir quel logiciel, quel type de réalité virtuelle on allait pouvoir développer, comment est-ce qu'on allait pouvoir le développer. Et puis aussi, il y avait un enjeu qui était important, c'est qu'au sein de l'ICAP, ils ont recruté un graphiste 3D qui a déjà commencé à faire un petit peu de contenu en réalité virtuelle. Et puis l'idée, c'était de se dire comment est-ce que nous, on peut les accompagner aussi dans leur déploiement interne pour éviter d'être un studio qui les alimente systématiquement de contenu, ce qui représente un coût en fait qui tend à parfois un petit peu augmenter. L'idée, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut être facteur de lancement en fait au sein de l'université et à partir de là, comment on peut passer le relais aussi pour que derrière, ils soient autonomes sur la technologie qu'on allait développer. Donc ça, c'était quelques enjeux qu'ils avaient. Et puis derrière, se posait également la question de savoir comment est-ce qu'on fait aussi pour qu'on accompagne les professeurs et les enseignants dans le déploiement de la réalité virtuelle. Ouais. Pour compléter, je pense que c'est vraiment l'image de l'association justement des EdTech qui vont venir accompagner un établissement de formation, parce que même si à Lyon 1, on a la chance d'avoir pas mal de compétences en interne, on avait en tout cas le besoin des enseignants, l'envie de faire des choses, mais pas toujours les solutions techniques et les solutions. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'être entouré, là principalement, c'est ce qui est illustré sur cette photo, de 3 sociétés lyonnaises, dont 2 qui sont présentes aujourd'hui et qui nous ont vraiment accompagnés dans ce déploiement, qui n'ont pas hésité à prendre de leur temps au début pour dire nous on va venir vous organiser des journées de démonstration pour les enseignants, c'est une étape indispensable pour lancer ce type de technologie, et qui sont venus avec du matériel, du contenu et des solutions. De la bonne humeur quand même, et de la bonne humeur. Un peu, ouais. On essaye. Du coup, on va leur présenter concrètement les projets pour lesquels on a collaboré ces derniers temps. Donc on a développé 2 projets. L'idée, c'était de faire aussi un groupe pluridisciplinaire au sein de l'université, parce que l'ICAP va avoir une vision, les étudiants vont avoir une vision, et puis surtout les professeurs vont avoir un besoin, et les enseignants. Donc il y a un groupe pluridisciplinaire qui a été créé, dans lequel on s'est inséré, et on a réussi à dégager 2 thématiques qui étaient relativement transverses. Une thématique plutôt sur de la biologie, où l'idée c'était de vraiment utiliser la réalité virtuelle pour aider les étudiants à appréhender des concepts qui sont parfois soit un petit peu abstraits, soit qui sont difficilement représentables simplement avec des planches de dessin. Donc on a développé un premier projet de biologie qui avait pour vocation... Alors je sais pas s'il a... Je sais pas trop... Ah si, ça... Incroyable. C'est... Moi je suis surprise tous les jours, je suis quelqu'un qui m'émerveille beaucoup. Donc l'idée de cette expérience, c'était de pouvoir comparer une cellule eucaryote, une cellule prokaryote et un virus. Ça ne vous parle pas forcément. La seule chose à mémoriser, c'est juste que dans chaque type de cellule, il va y avoir différentes composantes. Et l'idée, c'était de pouvoir leur permettre de comparer différentes cellules en live, de pouvoir voir les différentes coupes, les points d'intérêt, et de pouvoir vraiment s'approprier ce concept. Donc on a essayé de rendre ça un petit peu ludique, et en même temps, on avait un autre enjeu d'accessibilité, de dire tout le monde n'est pas un geek qui est né avec soit un téléphone portable, soit un casque. Et donc, il fallait simplifier au maximum les interactions. Et donc, on a fait beaucoup de travail avec l'ICAP pour que les expériences qu'on produise soient des expériences qui soient ultra accessibles. Donc voilà un petit peu pour l'idée. Donc on peut effectivement zoomer, voir les différents éléments, appuyer sur une tablette holographique pour voir les différentes coupes. Donc ça, c'était le premier projet. Ce qui était intéressant, c'est que avec l'ICAP, il fallait aussi trouver des thématiques qui pouvaient être, mine de rien, transverses en fonction de différents types de métiers. Et donc, du coup, la biologie s'y prêtait plutôt bien. Ensuite, sur les expériences de chimie, donc on a développé une expérience de chimie donc, qui était basée vraiment, pour le coup, sur le tableau périodique. Là, l'idée, c'était de les aider à travailler sur des fonctions qu'on appelle des fonctions carboxyliques. Si certains ont fait des cours de chimie, vous vous souvenez qu'on prenait plein d'atomes, qu'on les accrochait, qu'à la fin ça faisait quelque chose, et que c'était pas toujours facile d'arriver à savoir exactement ce qu'on mettait où. Et donc là, l'idée, c'était de se dire, on va faciliter ça avec un tableau périodique. Donc vous voyez différentes couleurs, un peu verdasses, un peu blondasses, un peu marronasses. Enfin, on a essayé de reprendre les mêmes couleurs que le tableau périodique. L'idée, c'était que visuellement, ils puissent facilement en fait pouvoir voir les couleurs et qu'ils puissent prendre les atomes qui les intéressaient. Et puis, ces 2 modules, encore une fois, l'idée, c'était de pouvoir derrière les intégrer. Et donc,
ce qu'on a fait, c'est qu'on savait qu'il y avait un graphiste 3D en interne. Et donc, en fait, on a fait toute la matrice. On a formé le graphiste interne pour que derrière, il puisse implémenter avec des nouvelles cellules, des nouvelles fonctions chimiques et qui permettent derrière de pouvoir faire vivre le projet en interne au sein d'ICAP. Et juste pour finir sur ce point-là, et tu compléteras, Nora, l'idée aussi, c'est que les étudiants derrière s'emparent de cette technologie et puissent commencer à développer aussi sur cette partie. C'est ça, on a vraiment eu une collaboration à différentes étapes. On a réfléchi, on a travaillé ensemble, on a conçu les modules ensemble. L'équipe pédagogique, nous on a ramené les enseignants qui avaient un besoin, qui avaient des idées. Nous on avait nos compétences en ingénierie pédagogique et Univers avait les compétences derrière en développement qu'ils ont pu transmettre en plus en interne dans notre service pour continuer à faire vivre l'expérience. Alors là, du coup, en fait, concrètement, avant de revenir un petit peu sur les deux applications qu'on vous a présentées plus en concret, je vous montre quelques exemples d'usage de la réalité virtuelle concrète qui se sont faites depuis que la salle est ouverte dans le Virtual Lab. Donc là, par exemple, c'est un TP de biochimie structurelle et fonctionnelle qui se déroule très très régulièrement. On a plusieurs enseignants qui font ce TP, donc sur des étudiants de licence et de master, avec de la manipulation de protéines en direct. Tu en as 4 comme ça. Un autre exemple de travaux pratiques, donc en sciences de la Terre, en géologie, c'est un logiciel qui a été développé par un chercheur à Nice qui permet de faire de la mesure de failles et de l'analyse de contexte tectonique et qui est utilisé avec des étudiants de licence et en mode collaboratif. Et donc on a même eu des TP là dernièrement qui ont eu lieu avec une partie des étudiants qui étaient à Nice et l'autre partie qui était à Lyon. Et tout le monde s'est retrouvé dans l'environnement virtuel. Biologie cellulaire, donc ça c'est une application qu'on a développée totalement en interne au service ICAP. C'est l'exploration d'une cellule, donc c'est une petite visite interactive avec un scénario. C'est une des premières applications qu'on a mis vraiment en pratique et qui est utilisée sur les premières années de licence en biologie cellulaire. Et on est sur notre 3e année, donc il y a plusieurs centaines d'étudiants qui font des TP avec cette application-là chaque année. On commence tout juste à avoir un petit peu du coup de retour et d'indicateurs sur l'expérience. Voilà, donc avec des groupes qui défilent. Et puis un dernier exemple de travaux pratiques qu'on peut avoir aussi régulièrement, c'est plus des remises à niveau pour des étudiants qui sont sur des parcours WICI, en physiologie par exemple, où ils vont venir par petits groupes avec des enseignants pour faire des révisions sur le système digestif ou le système urinaire. Donc ça, c'est quelques exemples concrets. Je vous montre cela parce que malheureusement, avec le Covid, les deux applications qu'on a développées avec Univers n'ont pas encore eu vraiment d'usage concret en termes de TP. Donc ça a été testé, c'est dans les mains des enseignants. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de retour aujourd'hui avec des étudiants. Mais voilà, c'est pour montrer que la VR, on l'utilise dans différentes disciplines. Donc là, on est plutôt sur un côté scientifique où du coup, il y a tout l'intérêt de cette technologie qui permet de montrer des choses qu'on ne pourrait pas montrer. Mais après, on a bien conscience aussi de l'intérêt de cette technologie. Et c'est ce qui ressort en tout cas des premiers usages au niveau des étudiants. C'est ce côté un petit peu motivation avec évidemment le côté ludique de l'expérience. Donc outre le fait en biologie par exemple de pouvoir être immergé dans une cellule, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire. Mais voilà, un ancrage mémoriel en tout cas qui est beaucoup plus important au niveau des retours. On fait des évaluations systématiquement des travaux pratiques qui sont réalisés par les étudiants. J'aime pas parler d'indicateurs ou de parler de performance, on nous pose souvent la question, mais du coup, est-ce qu'ils ont mieux réussi à l'examen, est-ce qu'ils ont mieux retenu? On n'a pas assez de recul pour ça, et puis on n'a surtout pas assez d'analyse concrète. Il faudrait vraiment faire des comparaisons avec des groupes d'étudiants. Mais en tout cas, les premiers retours sont importants. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de ne pas utiliser la réalité virtuelle juste pour l'utiliser. Donc on essaye d'avoir toujours cette pertinence pédagogique dans ce qu'on met en place. Et voilà, et on a de belles années à venir, en tout cas, dans le domaine. On peut peut-être parler du futur, du coup. Et après, il y a plein de choses. Au niveau des expériences, là, tout de suite, c'est du coup, maintenant que tout a pu rouvrir de façon normale, c'est du coup d'utiliser concrètement le tableau périodique, la comparaison de cellules avec des étudiants dans des contextes d'enseignement concrets. Donc pour ça, on va continuer à communiquer auprès des enseignants, à les former, parce qu'il faut aussi réussir à convaincre ceux qui sont encore réticents sur cette technologie.
Les enjeux de demain qui sont beaucoup plus lointains, on parle d'inclusion, on parle de massification, donc c'est des choses qui ne sont pas forcément compatibles avec ces expériences-là. On en a tout à fait conscience. Le but, c'est de ne pas tout faire. Je pense qu'il faut vraiment garder des expériences en réalité virtuelle quand il y a vraiment une pertinence technologique et pédagogique de montrer quelque chose qu'on ne peut pas faire autrement sur des petits groupes et utiliser d'autres types de ressources qui vont être plus facilement diffusables. En parallèle, on fait aussi beaucoup de visites 360, de vidéos 360 interactives et qui permettent de les immerger. Évolution technologique, il y en a aussi pas mal avec forcément le matériel qui évolue régulièrement. Donc là, on a cette salle. On a équipé entre-temps le campus de l'INSPE, donc anciennement l'IUFM, qui peut aussi proposer cette technologie à ses enseignants. Et là, l'avenir très proche, c'est les casques autonomes qui, depuis quelques mois, ont eu un grand succès et vont pouvoir faciliter en tout cas ce déploiement. Et un des derniers points, je pense, dont on peut parler pour le futur, c'est d'arriver à simplifier aussi l'accessibilité, effectivement sur le côté comment on l'utilise, mais aussi pour les professeurs et les enseignants. L'idée, c'est de pouvoir créer, de mettre à disposition de l'ICAP et de l'Université Lyon 1 un catalogue qu'on a créé qui s'appelle l'Univers Home, qui est un point d'accès unique en fait pour pouvoir avoir accès à toutes les formations de réalité virtuelle disponibles au sein de Lyon 1 et du coup de permettre de ne plus multiplier le nombre de points d'accès et donc derrière de permettre de susciter une adhésion par la simplicité de la part du corps enseignant. En parallèle de ça, on a aussi le souhait mutuel, d'ailleurs je pense qu'on partage, en tout cas nous à Lyon 1, de pouvoir aussi mutualiser de plus en plus avec les autres établissements. On a vraiment cette envie de créer un réseau, donc c'est quelque chose qui bouge. Depuis qu'on s'est lancé, on a eu l'impression au début d'être un peu les premiers en termes d'université. On a rencontré des écoles ou d'autres établissements, et puis là c'est vrai que ces derniers temps, ça commence à se diffuser. Et plus on sera à utiliser intelligemment cette technologie, et plus on pourra mutualiser nos contenus, nos expériences et nos pratiques, et plus on avancera. Voilà, merci pour votre attention en cette fin de journée. On a tenu les délais. Mais ouais, carrément. Je ne sais pas si c'est le bruit des verres qui commence à arriver jusqu'à nous. Les gens ont soif. Les gens ont soif. En plus, ils voient une bouteille d'eau, du coup, ils doivent se dire qui est le premier qui se jette dessus. On va la mettre en jeu. Avez-vous des questions ? Oui. Bonjour. Je voulais savoir, au niveau de l'université, l'origine de cette demande, est-ce qu'elle vient vraiment de vous, de l'équipe ICAP, du corps professoral ou des étudiants qui vous ont incité à aller vers ce type de technologie ? Le déploiement de la réalité virtuelle dans l'enseignement, ça vient de plusieurs choses. Ça vient de ce financement de la région en fait, qui a été déposé pour déployer les pédagogies immersives. Donc derrière pédagogie immersive, on pourrait mettre plein de choses. Là, nous, on a choisi de partir sur la réalité virtuelle, mais c'est assez large. Et après, c'est cette volonté d'ICAP où je pense qu'on est vraiment dans une démarche depuis toujours d'innover et de tester. On fait de la 3D depuis 2005. On a des infographistes 3D en interne qui sont embauchés à l'université et qui développent des contenus. On s'est lancé dans la 3D temps réel quand c'est sorti. Et voilà, c'était vraiment cette volonté. Nous, on est là pour leur mettre des nouveaux outils et des nouvelles méthodes. Après, ça prend ou ça prend pas. Donc c'est quelque chose, je pense, en effet, auquel on croyait en interne. Et on a toujours quelques enseignants moteurs qui sont toujours volontaires, en tout cas, pour partir. Mais s'il n'y avait pas un apport pédagogique, en tout cas, derrière, c'est pas quelque chose qu'on aurait développé pour développer. Mais là, vous diriez que vous êtes encore au stade expérimental vis-à-vis du corps professoral ou quand ça commence à être adopté ? Là, ça commence vraiment à être adopté. On a des réservations chaque semaine dans la salle. Après, je pense qu'on reste expérimental parce que c'est la technologie qui veut ça aussi et que du coup, ça évolue tellement vite que ça reste, moi je trouve, expérimental tout le temps. Là, on a fait le choix de cette salle, donc il y a des réservations, il y a des TP. Demain, on va peut-être pouvoir distribuer une mallette à l'enseignant avec 10 casques autonomes qu'il va pouvoir déployer dans sa salle directement sans avoir ce besoin de venir réserver. Donc c'est encore un nouveau type d'usage. Mais concrètement, on est quand même bien lancé. En fait, pour compléter juste sur le point casque autonome, avant, chaque casque avait besoin d'un ordinateur pour tourner.
Et donc du coup, en termes de coût d'investissement et de place, c'était bien plus contraignant. Ce qu'on appelle casque autonome, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut mettre un casque sur les yeux, sans fil ni rien. Et donc du coup, finalement, c'est beaucoup plus mobile que si avant, vous aviez 10 casques et 10 PC à traîner avec vous. Donc c'est pour ça que quand on parle d'évolution technologique, pour nous, c'est hyper important. Et ce basculement-là de casque a été assez stratégique dans le sens où, dans le cadre de l'enseignement, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a que 10 postes, qu'on puisse élargir la proposition d'offres en termes de contenu. Et donc, forcément, il y aura une demande qui va augmenter. Et se pose la question du déploiement et de comment on l'utilise. Et c'est pour ça aussi que derrière, quand Nora parle un petit peu de solutions entre guillemets hybrides, c'est-à-dire que derrière, aujourd'hui, on est en capacité d'équiper 10 ou 20 personnes en simultané avec juste un PC, le PC du professeur, et derrière les casques qu'on peut mettre un peu partout, quoi. Alors bonjour, j'enseigne à Lyon 1, donc ma question est un peu intéressée. Je voulais savoir comment ça se met en place, ce type de projet. Est-ce que c'est l'enseignant qui vous contacte, est-ce que le temps de production, etc. À peu près? Alors, vous enseignez à Lyon 1, est-ce que vous connaissez le service ICAP? on a un De appel nom, à projet. oui. Ouais, on essaye de communiquer régulièrement. Il y a un appel à projet qui est ouvert, en fait, l'appel à projet pratique pédagogique innovante, dans lequel chaque enseignant peut faire une demande. Donc c'est un besoin qui va formuler. Ça peut être une demande de vidéo ou de ressources concrètes ou juste un besoin pédagogique où justement il ne sait pas exactement comment il veut le développer par la suite. Et voilà, vous nous contactez et puis on échange. Et nous, au contraire, on est... Voilà, on attend que ça, on essaye justement, c'est pas évident, l'université Lyon 1 comme plein d'autres, c'est des grosses universités, c'est vrai qu'il y a, il y a ceux qui connaissent, il y a ceux qui utilisent, et puis on a encore du travail à faire pour continuer justement de communiquer et puis d'aller chercher d'autres enseignants pour répondre, mais en tout cas voilà, nous on est là vraiment pour vous accompagner. On a un cycle de formation aussi à Lyon 1, donc là on est en train de le passer en module hybride parce qu'avant c'était des formations qui se faisaient en présentiel, mais où on essaye d'inviter les enseignants à réfléchir, enseigner avec la réalité virtuelle, qu'est-ce que ça peut vous apporter et comment nous derrière on peut vous accompagner à concrétiser un projet. Donc il y a des ateliers de réflexion sur monter un projet. Alors soit on va pouvoir y répondre en interne à ICAP parce qu'on a les personnes pour, soit on ne pourra pas parce que le développement en réalité virtuelle c'est forcément long et coûteux, mais on peut aussi vous aider à monter le dossier ou à identifier des ressources qui existent parce qu'il se fait beaucoup de choses. Il nous manque des heures à chaque journée pour faire justement ce travail de veille où on se rend compte, des fois on découvre qu'une université ou un établissement est aussi en train de développer de son côté une application. Et si on arrivait à mettre tout ça en commun, mais en tout cas, il faut juste nous contacter. Oui, bonjour. Les étudiants, là, ils vivent une expérience immersive. Mais une fois qu'ils sont sortis de là, ou même pendant, quelles traces comment peuvent-ils récupérer une trace? Comment vont-ils rendre compte de ce qu'ils ont fait et vécu dans cette expérience-là? C'est un élément important dans l'apprentissage. Je suppose que ces projets, ils ont cette dimension-là, quoi. Je pense que ça dépend de l'expérience. Il y a des expériences où il y a des datas qui sont remontées pendant l'expérience. S'ils ont une action à faire dans l'expérience, et il y a des indicateurs qui sont enregistrés pendant l'expérience et ils vont avoir un scoring ou quelque chose. Après, il y a d'autres expériences où ça va être juste un complément qui vont leur permettre de vivre une immersion pour eux, qui vont peut-être leur permettre de mieux comprendre un concept scientifique. Et donc ça dépend des expériences directement. Pour compléter un tout petit peu, par exemple, on a une expérience de chirurgie de pose d'implant vertébral. On a développé pour une société Stryker, où le chirurgien il va apprendre à poser les différents éléments. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que nous, on va avoir notre formateur ou notre point de notre POC qui va nous dire voilà, la bonne procédure c'est ça et toutes les étapes doivent être faites dans cet ordre-là. Ça va être le premier niveau, c'est un peu le premier niveau d'apprentissage. Donc au final, la seule data qu'on va récupérer, c'est en combien de temps il a fait. C'est pas forcément ultra pertinent. La deuxième, ça va être, on veut vérifier que la personne a bien compris comment on posait l'implant vertébral et qu'il le fait de la bonne manière. Et donc là, en fait, toutes les étapes qu'on avait prévues initialement, on va pouvoir valider en off, sans qu'il le sache, qu'il les a bien faites au bon moment, qu'il les a bien faites au mauvais moment, ou qu'il les a mal faites, ou qu'il les a carrément oubliées.
Tout ça, derrière, nous, on va avoir un écran d'évaluation qui va être exportable. Donc la personne va être dans le casque, je ne sais pas, Marion est dans le casque, à la fin, Marion a fait 80% de réussite, sur tel objectif, c'est OK, pas OK, etc. Et derrière, on va pouvoir exporter une fiche d'évaluation qui va pouvoir être compilée derrière dans des Learning Management Systems ou des choses comme ça. Donc ça va dépendre un petit peu, comme disait Nora, de l'objectif finalement de la formation. Là, pour ces deux-là, c'est des modules où on ne peut pas se tromper, entre guillemets. L'idée, c'est vraiment d'avoir ce premier complément d'information. Demain, il n'est pas impossible que ça soit sous un mode d'évaluation, à dire, bah voilà, vous avez tous ces atomes, on attend de vous que vous fassiez telle fonction et telle fonction, et là, on va pouvoir tracer, est-ce qu'elle a été bien faite, est-ce que dans son erreur, il a pu se dire, ah ben non, effectivement, ce n'était pas la bonne fonction, c'était telle fonction, et est-ce qu'il a pu la reconnaître, etc. On va beaucoup travailler en fait les objectifs pédagogiques et mettre la VR au service des objectifs pédagogiques et pas l'inverse en fait, pour éviter que ce soit dans un gadget. Du coup, j'ai une question plutôt sur l'avenir. Vous parliez d'avenir et de modèle organisationnel. Aujourd'hui, vous travaillez, je comprends, du coup, avec des prestataires qui sont spécialisés du domaine. Et c'est vrai que plus les technologies sont pointues, plus elles évoluent très vite, etc. La question, c'est comment les universités se projettent demain. Est-ce qu'elles imaginent, par exemple, que la partie conception, qui aujourd'hui, j'ai l'impression, est complètement sous-traitée, c'est des choses qui vont un jour intégrer l'université, ou est-ce que finalement le modèle de demain, c'est les principes de mutualisation dont vous parliez, c'est du travail avec des équipes pointues sur ces technologies? Alors, c'est une bonne question. Je pense que chaque université a son avis là-dessus. Moi, je vais donner du coup le mien juste personnel, donc je ne parle pas au nom de Lyon 1, mais en tout cas... en mon nom à moi, nous, au début, on a fait le choix justement de recruter en interne et de se dire on va pouvoir développer nous-mêmes des solutions. Et en fait, on se rend compte que là, autant faire une animation, faire une vidéo pédagogique, c'est des compétences, c'est du temps homme, mais qui reste raisonnable. Développer une application en réalité virtuelle complète dans un environnement 3D, c'est vraiment un travail qui est conséquent et qui demande en plus plusieurs compétences. Donc souvent, il y a plusieurs personnes avec plusieurs profils pour le faire. Et les universités n'ont pas forcément les moyens de recruter. Et il faut déjà en plus trouver les personnes et puis pouvoir les garder. Et moi, personnellement, je pense que de plus en plus, justement, la solution et puis l'exemple concret de ce qu'on a fait avec Univers, c'est vraiment la bonne solution, en tout cas pour l'avenir proche. C'est pas de sous-traiter complètement, parce que le problème de sous-traiter quand on est une université et qu'on perd la main, on va récupérer quelque chose qui va marcher, qu'on va pas pouvoir faire évoluer, c'est pas adaptable. Nous, on sait que nos enseignants ont toujours des besoins en plus assez spécifiques. Ce qu'on va faire pour un enseignant de physique, son collègue de physique aussi, qui a le même enseignement, il ne voudra pas récupérer l'application telle qu'elle, parce que peut-être que lui, dans sa façon d'enseigner, il a des besoins spécifiques. Et là, la collaboration, de dire on sous-traite à des gens qui ont les moyens en termes humains, en tout cas, et les compétences, voilà, ils ont l'équipe pour, mais derrière, on garde la main sur l'évolution justement de ce support. C'est pour moi, en tout cas, le mode aujourd'hui idéal dans ce domaine. Et puis l'idée aussi, Nora, on en avait parlé, c'est que peut-être que la réalité virtuelle soit intégrée dans des modules pour les étudiants. Et auquel cas que du coup les étudiants se fassent la main sur cette technologie de réalité virtuelle et que du coup ils travaillent un peu sur le bien commun de l'université en pouvant ajouter du contenu. Super, parce que d'ailleurs j'ai complètement oublié cette partie, le tableau périodique qu'on vous a montré tout à l'heure. On a eu un premier cours là mardi, donc c'est vraiment hier, tout frais. On a des étudiants, un master 2 de chimie de l'université qui va travailler là tout au long de l'année en mode projet sur ce projet. Donc ils ont un enseignement du cycle des matériaux et le but c'est de faire évoluer justement et de pouvoir compléter. Et donc au lieu de trouver des enseignants, c'est pas le problème de les trouver, mais les enseignants n'ont pas forcément le temps de s'impliquer. Là du coup on a fait le choix avec une équipe pédagogique justement d'impliquer des groupes d'étudiants et qui vont travailler pour créer des nouveaux groupements, pour le faire vivre, pour proposer une classification. Merci. Je t'en prie. Et nous, notre job derrière, c'est de faire un programme et un code qui soit super propre, avec une revue de code derrière pour que quand on la passe à l'université Lyon 1, là en l'occurrence ça s'appelle Willy le graphiste, on lui dise voilà comment ça fonctionne. On a pris 2 jours avec lui à temps plein pour lui expliquer toutes les composantes, on l'a fait travailler pour qu'il rajoute aussi des éléments et qu'il se fasse la main et que derrière il puisse y avoir une transmission. C'est comme je disais tout à l'heure, effectivement c'est super pour nous, on signe plein de contrats, on est très contents, mais on sait que ça ne fonctionne pas comme ça et que ça ne peut pas fonctionner comme ça, que ça fonctionne sous appel à financement, à projet. Donc l'idée c'est en tout cas, Univers, nous, on a fait le choix de se positionner comme un accélérateur. De dire effectivement, quand on développe une expérience en VR, il faut des modélisateurs qui redessinent tout l'environnement, des développeurs qui disent quand j'attrape ça, je peux le mettre ici, et puis je peux faire telle ou telle interaction. Donc ça, il faut que la base, en fait, le squelette
le template en fait il soit propre et que derrière il puisse, que ce soit quand même intelligible pour que derrière il puisse complètement l'agrémenter et être autonome sur la solution. Et puis demain il y aura sûrement une autre expérience qui demandera un petit coup d'accélérateur. Nous on sait que ça va nous prendre 1 mois et demi, 2 mois, eux ça leur prendrait entre 8 et 10 mois. Et donc du coup on est juste sur ce petit coup de pouce de début en fait. Et en tout cas, c'est un schéma, je complète juste, là on parle du domaine de la réalité virtuelle, mais c'est un schéma qu'il faut qu'on développe sur tous les domaines à l'université. L'université a de plus en plus de besoins et pas toujours les moyens en interne, et donc c'est valable dans plein d'autres domaines, que ce soit nos plateformes, nos outils de visio, etc. Et c'est ce pourquoi on est là aussi aujourd'hui, et c'est voilà, la raison du réseau EdTech Lyon. Mais quelle transition, formidable, merci, j'applaudis, à demain. Merci beaucoup.